Mesdames et messieurs, bienvenue à cette table ronde consacrée à une question cruciale et d'actualité brûlante. Pouvons-nous encore supporter une baisse du pouvoir d'achat? Après un choc inflationniste sans précédent, la question du pouvoir d'achat reste au cœur des préoccupations des Français, des entreprises et des décideurs publics. Alors que la croissance s'essouffle en Europe, que la consommation patine et que les inégalités se creusent, comment préserver la cohésion sociale et comment relancer la dynamique économique? Quelle réponse apporter à la montée de l'incertitude et à la tentation du repli? Pour nourrir notre réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir des intervenants au point de vue complémentaire. Valérie Rabault, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale et ancienne rapporteure du budget de l'Assemblée nationale en 2014, la première femme. Clément Ullery, directeur général France d'Airbnb. Serge Madeleine, directeur général de LCL, et Gilles Vaquet, président de PMP Stratégie. Et j'aurai également l'honneur d'animer cette discussion aux côtés de Pierre Dockès, membre du Cercle des économistes. Avant de donner la parole à nos intervenants, je vous propose de prendre un peu de hauteur, justement, avec Pierre Dockès, économiste reconnu, qui va nous offrir un éclairage macroéconomique sur les dynamiques du pouvoir d'achat en France et en Europe. Pierre, on vous écoute. Merci de me donner la parole. Comme vous le savez tous, le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. C'est la première remarque. Deuxième remarque, tout de suite, dans une question qui est posée comme ça, on peut cependant se demander qui est ce « nous » qui pouvons supporter. Car, il n'y a pas un peuple unifié et il est très clair que ce n'est pas les mêmes qui supportent et qui bénéficient de ces situations réelles que nous connaissons. Bon, alors, je vais essayer de développer 4 points très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le premier point, c'est simplement un constat. Alors, première surprise, quand on consulte l'INSEE, le pouvoir d'achat n'a pas baissé en 2021, 2022 jusqu'en 2024. Il n'a pas baissé, il a même légèrement augmenté. Formidable. Alors certains en tirent prétexte pour dire c'est du ressenti. Ou alors certains en tirent pour dire c'est les dépenses préengagées qui posent problème. C'est vrai qu'il y a du ressenti et des dépenses préengagées, mais bon, il n'y a pas que ça. Effectivement, il faut se rappeler que le pouvoir d'achat, ça explique ce qu'écrit, ce que calcule l'INSEE, est une moyenne. Le pouvoir d'achat est une moyenne. Et par conséquent, dans le pouvoir d'achat des Français, il y a le pouvoir d'achat des salaires et le pouvoir d'achat de la propriété et, disons, du capital. Or, on peut voir qu'entre 2021 et 2024, ces derniers revenus ont augmenté fortement puisque au cours de ces années, ils ont pris plus 17%. Ça explique pourquoi le pouvoir d'achat en général semble avoir augmenté. En réalité, il faut prendre les salaires. Si on prend les salaires, donc le pouvoir d'achat des salaires ou les salaires réels, si vous préférez, les choses changent. Parce qu'à la suite de la hausse des prix que tout le monde a connue et subie, les salaires ont réussi à monter, mais moins que les prix. C'est quelque chose de très différent des périodes passées. Les salaires ont augmenté, mais on est toujours au-dessous en salaire réel de la situation de 2021. Donc il y a, de façon générale, pour les salaires, alors qu'il y a des gros et des moyens, les salaires sont très variables aussi, mais globalement pour les salaires, ça a baissé. Maintenant, bien sûr, tous les indicateurs et toutes les enquêtes montrent que pour les classes populaires et moyennes inférieures, il y a eu une baisse particulièrement importante par rapport aux autres catégories du pouvoir d'achat, avec des situations de paupérisation, en particulier du fait de l'augmentation de l'énergie et des biens alimentaires qui pèsent particulièrement sur ces catégories. Donc, on a eu des problèmes avec les factures de chauffage, avec les endettements, avec l'alimentation. On sait que beaucoup sont passés à un repas par jour. Enfin bon, je ne vais pas retomber dans cette description qui est suffisamment tragique en elle-même et qu'on connaît relativement bien.
Bon. Ceci dit, sur ce pouvoir d'achat qui a baissé par conséquent, il faut se rappeler aussi un point qui est important, c'est que dans les années passées, il y a eu le traumatisme de la Covid. Voilà ce qui s'est passé pour les salaires. La masse salariale a très fortement baissé. C'est un problème de chômage. Et ça a été rattrapé, mais le traumatisme est resté et il a été extrêmement fort. Et les uns après les autres, ça donne une impression tragique à la plus grande partie de la population. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le court terme? Est-ce qu'on risque de nouveau une baisse du pouvoir d'achat, soit du fait d'un choc inflationniste, soit du fait d'une politique d'austérité? Pour le choc pour l'inflation, deux choses, et on y reviendra. La première, c'est qu'il peut y avoir effectivement un choc exogène dû à une guerre, c'est assez évident, ou une épidémie ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi un problème plus structurel pour l'inflation, mais je dis dès maintenant que je pense qu'on est encore dans une situation où, particulièrement en Europe, l'épargne est particulièrement abondante par rapport aux investissements réalisés. D'où une tendance à minorer l'inflation, comme c'était le cas ultérieurement. Maintenant, il y a les politiques d'austérité. On y reviendra, mais le risque d'une politique d'austérité est clair. Et on en parle tous les jours. Mon troisième point, et puis le quatrième pour vous faire plaisir en même temps, le troisième point, c'est quelles sont les causes structurelles à long terme, et donc que faut-il faire face à ces causes structurelles? Elles sont bien connues, elles sont réelles, au sens fort du mot réel. C'est un problème de productivité d'une part, et c'est un problème de répartition des gains de productivité d'autre part. C'est les deux questions structurelles à long terme. Il faut donc faire une politique à la fois, disons, une nouvelle politique de l'offre qui n'aurait rien à voir avec la compétitivité prix ou la compétitivité salaire, mais qui consiste à faire de la compétitivité hors prix, qui consiste à faire de l'innovation, de l'investissement, etc. Ça, c'est absolument... Et il faut une politique qui soit une politique de modification de la répartition en faveur des revenus du travail, de la rémunération du travail, qui est quand même beaucoup plus basse que ce qu'on devrait être. Je m'arrête là. 5 minutes. Hein. Oui, parfait. Merci beaucoup, Pierre, pour ce cadrage et ces éléments de réflexion. Je me tourne à présent vers Valérie Rabault. En tant qu'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous avez une expérience précieuse des politiques publiques et des enjeux de redistribution. Selon vous, quelles réponses politiques et sociales sont aujourd'hui nécessaires pour protéger le pouvoir d'achat des Français ? C'est tout un programme présidentiel. Alors, peut-être 2-3 points. D'abord, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous savez, quand vous êtes élu, les concitoyens viennent vous voir selon différents sujets et il est clair que le pouvoir d'achat est devenu le sujet numéro 1. Ce qui n'était pas le cas... C'était le cas dans les années 2012 à 2014. Après, il y a eu un petit creux et c'est redevenu le sujet numéro 1 de préoccupation de l'ensemble de nos concitoyens. Avec, quand on regarde un peu les statistiques, 82% qui vous disent on fait un peu des économies parce que sinon on ne finit pas nos fins de mois. Et je parle encore sous le contrôle, mais je ne sais pas, peut-être qu'il nous en dira plus. Il y a quand même un Français sur 3 qui parfois a un découvert au cours du mois. Et donc, ça signifie beaucoup de choses. Je pense qu'on voit beaucoup de choses via les comptes bancaires. Donc ça, c'est le premier point, de dire c'est le sujet presque numéro 1. Alors le numéro 1 peut-être est peut-être plus les inquiétudes liées à la guerre et ce qui se passe sur la situation internationale. Mais en tout cas, numéro 1 en France, c'est le pouvoir d'achat avec peut-être à égalité l'accès à la santé qui pose problème. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que la France est dans une situation spécifique ou pas ? Il y a ce qu'on appelle l'Eurobaromètre, c'est un sondage qui est lancé tous les 6 mois par la Commission européenne auprès de 26 000 citoyens européens et qui effectivement pose des questions sur le pouvoir d'achat. Et on voit que la France fait partie des pays qui répondent le plus sur cette question-là. Donc ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas des difficultés de pouvoir d'achat, mais ça veut dire quand même que
on est peut-être plus concerné ou plus sensible que d'autres. Le deuxième volet aussi, quand on regarde les données d'Eurostat par quintile, c'est-à-dire qu'on découpe la population en 4 quarts et on regarde comment ça a évolué depuis 2000, on voit que ce pouvoir d'achat pour le premier quintile est celui qui a moins progressé que dans d'autres pays. Ce qui donne une situation, et je vais reboucler avec ce que vous dites, de dire qu'un sentiment de déclassement ou d'appauvrissement relatif. Et le dernier levier qui est très important, ce sont les dépenses contraintes qui sont passées dans notre pays de 12% à 26% en moyenne, mais avec des situations assez différentes selon les revenus que vous avez et qui peuvent monter jusqu'à 40%. Donc quand on met tout ceci bout à bout, ça fait quand même un cocktail assez difficile pour la cohésion de la société, pour le regard qu'on a sur soi, pour aussi la valeur qu'on accorde à son travail. Si vous êtes à découvert le 20 du mois alors que vous travaillez à plein temps, c'est qu'il y a véritablement une difficulté, mais même de représentation du travail qui existe. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a effectivement des causes structurelles, et une qui est apparue depuis 2019, enfin en tout cas qui s'est amplifiée depuis 2020, c'est la chute de la productivité dans notre pays. On a toujours dit, on s'est toujours vu la France en se disant bon, on a les 35 heures, on travaille peut-être moins que d'autres, mais on travaille mieux. C'était un peu ce qu'on avait en tête dans notre imaginaire collectif. Et ben, tout ceci est faux depuis 2019. Depuis 2019, on est dans une situation où notre productivité continue, baisse régulièrement. Et ça doit être pris très au sérieux. Parce que ça veut dire que, dans le fond, c'est une forme de... On travaille, mais on ne produit pas assez, ou en tout cas, on n'est plus assez aussi efficace au travail. Et je regrette que dans le débat public, ce ne soit jamais abordé. Donc la productivité, ça passe par plein de choses. Est-ce que je peux juste vous interpeller sur cette question? Est-ce que vous ne pensez pas aussi, parce qu'il y a un mal-être au travail, beaucoup de Français, au moment de la réforme des retraites, qui étaient contre la réforme des retraites, disaient aussi qu'ils étaient malheureux au travail. Est-ce que c'est pas ça la chute de la productivité? C'est ce malaise au travail. Oui. Alors, évidemment que ça rentre en ligne de compte. On peut le traduire ainsi. Ici à Aix, les journées de l'économie, ça permet aussi d'aborder quelques PDG ou directeurs généraux de grandes entreprises. Et alors vous leur dites, et vous, la productivité, vous la voyez comment? Alors je tairai, par politesse, je tirais le nom de la personne avec qui j'ai discuté. Il me dit, mais c'est très simple, moi en 2019, on avait tant de production avec tant de salariés, et aujourd'hui, on a une production moindre et il y a plus de salariés dans l'entreprise. Voilà. Ça, c'est un exemple. Faites le test. Il y a quand même plusieurs responsables d'entreprise ici. Vous leur posez la question. Et donc, ça doit être une réflexion collective. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas être juste une entreprise qui le porte, mais c'est véritablement de se dire, si on veut relever vraiment ce défi du pouvoir d'achat qui embarque le reste de notre pays, il faut qu'on puisse avoir une mobilisation qui soit hors norme et qui passe par le champ politique. Alors, ce n'est pas une réponse très précise, j'en ai bien conscience, mais c'est une mobilisation hors norme. Le deuxième volet, toujours sur le pouvoir d'achat, qui dit pouvoir d'achat en baisse, dit consommation en baisse. Alors, vous allez me dire, on achète moins de produits importés, c'est peut-être pas plus mal pour notre balance commerciale. Non, mais ça, c'est un débat sans fin. Il se trouve que nous, en France, pour la création de richesses de pays, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, il y a 60% de notre richesse qui est créée par la consommation. Je vous donne des grandes masses, hein, c'est peut-être pas tout à fait 60. 20% par l'investissement et 20% par le commerce extérieur. Donc ça veut dire que si le moteur de la consommation s'abîme, eh bien notre création de richesse, elle aussi s'abîme. L'Allemagne a un autre modèle. L'Allemagne, c'est 40% de sa création de richesse sur la consommation, 40% sur les exportations, le commerce extérieur, et 20% sur l'investissement. Donc vous voyez qu'on est très liés à cette question de la consommation, y compris pour notre production de richesse qui elle-même fait que notre PIB peut augmenter et que, dans le fond, on a moins d'efforts budgétaires à faire. Quand on a un PIB élevé, on a moins d'efforts budgétaires à faire que d'autres. Donc ce volet-là, il doit aussi être apprécié de manière un peu micro. Donc, tout à l'heure, je donnais un exemple sur la productivité, mais vous savez, aujourd'hui en France, l'indicateur fiscal qui est utilisé, c'est le revenu fiscal de référence, le RFR. C'est utilisé pour tout,
pour le calcul de la CSG, pour le calcul parfois de mutuelle, enfin pour tout un tas de choses. Moi, je pense qu'il faut qu'on en arrive aujourd'hui à appréhender ce que les banquiers regardent aussi, c'est le reste à vivre. Quand vous avez des Français, soit qui finissent à découvert, soit d'autres qui finissent avec 150 € par mois une fois que les dépenses d'assurance, de tout ce que vous voulez, de mutuelle sont passées, là aussi, on est dans une difficulté. En tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'on ait une régulation de molette qui soit beaucoup plus fine. Et aujourd'hui, on en a les moyens parce que vous pouvez mettre de l'intelligence artificielle pour analyser les données. On a cette capacité d'avoir une connaissance beaucoup plus fine des situations que ce qui pouvait exister auparavant et qu'on n'utilise pas. Et à mon avis, c'est très regrettable. Et c'est regrettable sur un gros point, qui est que lorsque vous avez un salaire qui est peu élevé, vous avez le droit à une prime d'activité, c'est-à-dire un complément sur votre salaire. Aujourd'hui, vous avez des effets de seuil. Et vous avez des personnes qui disent « Ah non, mais moi, je ne veux pas être augmentée parce que je perds mon allocation au logement, je perds ci, et à la fin des fins, j'ai moins de pouvoir d'achat. » Eh bien, il faut qu'on ait un lissage. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des effets couperés comme ce qui existe sur tous les dispositifs possibles et imaginables, il faut qu'on puisse être en capacité de faire des lissages. 1 euro d'augmentation, ça ne doit pas faire 0 de moins sur l'APL ou sur... Et ça, c'est extrêmement important. Et honnêtement, avec l'intelligence artificielle et les outils informatiques, c'est facilement. C'est réalisable. Merci beaucoup Valérie Rabault. Je me tourne à présent vers Clément Hurly, directeur général France d'Airbnb. Vous allez nous partager votre vision du pouvoir d'achat à travers le prisme du tourisme et de l'économie collaborative. Expliquez-nous en quoi le secteur peut contribuer à soutenir le quotidien des Français. En fait, le pouvoir d'achat, il est en effet lié au salaire. Et au-delà de ça, en fait, l'importance du pouvoir d'achat qui s'effrite, c'est qu'est-ce qui reste à vivre, comme vous disiez, et comment ce pouvoir d'achat est un pouvoir vivre. Je pense que ce qui est très important, c'est 3 choses. La première, c'est continuons de permettre aux Français de prendre des initiatives, parce qu'ils le veulent, très loin de l'État nounou, etc. Deuxièmement, il y a des postes budgétaires qui sont tellement importants que les Français ne souhaitent pas rogner dessus. Pas fondamentalement ne plus partir en vacances. Parce que les vacances, c'est pour eux, pour les Français, absolument pas accessoire. Et troisièmement, c'est d'autant plus important, cette logique de pouvoir vivre, qu'elle est vraie pour l'ensemble des Français dans l'ensemble des territoires. Et que se crée par là un lien social. Donc sur ces 3 points, si je développe un petit peu, il me semble absolument essentiel, et je le vois auprès des 600 000 hôtes qui accueillent sur Airbnb des voyageurs, de considérer que de comprendre qu'en fait, s'ils me le disent tous les jours, il y en a dans la salle, en fait, l'accueil, c'est une activité qui permet, c'est une prise d'initiative. Et cette prise d'initiative, en fait, quelquefois, mettre des bâtons dans les roues de ces initiatives est en fait une réduction de leur capacité à le faire. Et quand on sait que, si je parle d'Airbnb et de la location de tourisme en général d'ailleurs, 92% des biens sont loués de façon occasionnelle, que pour l'ensemble des autres, si on prend l'ensemble des autres Français, il s'agit d'un complément de pouvoir d'achat à hauteur de 4 000 € par an. C'est un 12e, un 13e mois, un 14e mois, donc c'est significatif. Ça couvre en gros la moitié de ce que les Français en moyenne disent qu'il leur manque. Il leur manque 897 € par mois, donc 4 000, voilà, ça couvre la moitié. Et donc en fait, il me semble important de pouvoir dire que ces autres, 60% d'entre eux, j'ajoute quand même un dernier chiffre important, 60% d'entre eux disent le faire pour boucler les fins de mois. Donc il y a un sujet, me semble-t-il, de dire en fait, le pouvoir d'achat est lié au salaire, mais il peut être lié aussi à des prises d'initiative des à côté qui ont un impact concret sur leur quotidien. Si je me place du côté du voyageur, non plus de l'autre qui accueille en louant son hébergement, mais du côté du voyageur, enfin du côté du Français, il y en a 40% qui malheureusement ne partent pas en vacances, premier sujet. Et en fait, quand on demande aux Français, quand on le voit bien, on le ressent, à chaque fois quand on part en vacances, la semaine de vacances est une semaine de respiration. Et une semaine en fait de déconnexion du quotidien où en fait qui va trop vite, où on n'a pas le temps d'être connecté en famille, souvent en fait, au réel, au quotidien, réellement au quotidien, pour une reconnexion avec les siens tout au long de la période de vacances. Et avec les yeux s'écarquillent quand on demande aux gens à quoi vous ont servi ces vacances? À reconnecter. Et en fait, je pense qu'il y a, dans ce pouvoir d'achat, il y a qu'est-ce que je peux en faire?
Et quelquefois, j'ai le sentiment qu'on ne comprend pas à quel point les vacances sont essentielles pour les Français et pour la cellule familiale, pour le partage entre amis aussi. Et quand on sait que 75%, pour une façon de le montrer, c'est de penser que 75% des Français sont prêts à rogner sur les dépenses d'habillement ou de biens du quotidien pour ne pas rogner sur les vacances. Moi, ce qui me pose une énorme question, pour dire le moins, c'est quand on voit qu'un tiers des Français disent partir moins en vacances que leurs parents. Et c'est pratiquement 50% dans les Hauts-de-France, c'est pratiquement 50% dans les classes populaires, c'est pratiquement 50% chez les femmes de moins de 35 ans. Donc s'engager, quand on sait l'importance de la reconnexion, s'engager pour des vacances à prix abordable et ouvertes à plus, me semble absolument essentiel. C'est évidemment ce que Airbnb permet, parce que par exemple, quand on a une cuisine avec des chambres autour, en fait ça permet de ne pas avoir à aller au restaurant, même si c'est très agréable, matin, midi et soir. Cette reconnexion, c'est mon troisième point, elle va plus loin que le cercle familial. Elle est aussi territoriale. Évidemment, quand on regarde les vacances sont un luxe, c'est encore plus vrai dans certaines zones, les zones rurales par exemple. 8 personnes sur 10 dans les zones rurales considèrent que les vacances sont un luxe. Évidemment aussi, les revenus, le sentiment de déclassement dont vous parliez, madame, est plus présent dans certaines zones moins attractives, considérées comme telles en tout cas. Et la capacité à générer un pouvoir d'achat supplémentaire, donc un pouvoir de vivre. La capacité à permettre aux Français d'aller redécouvrir, d'aller vivre des vacances dans des zones, dans des territoires français tellement riches, est extrêmement importante. Et là, il s'agit de connexion, il s'agit d'un voyage abordable. Et je suis très heureux d'ailleurs de voir que cette année encore, la dynamique des vacances familiales dans des zones rurales, c'est-à-dire en dehors des zones littorales et des villes, ça, est très forte, sur notre plateforme en tout cas. Je pense que c'est absolument fondamental pour, en fait, le lien commun aussi. Voilà. Donc, en termes d'engagement, l'engagement, c'est le pouvoir de vivre. Comment on fait dans un pouvoir d'achat qui va continuer de s'effriter? Comment on permet aux Français de continuer à prendre des initiatives? Comment on permet aux Français de continuer à partir en vacances et reconnecter? Comment on évite de leur mettre des bâtons dans les roues quand ce n'est pas la peine? Parce qu'en fait, il faut qu'ils respirent. C'est ça le sujet. Il faut qu'on les laisse respirer. Merci beaucoup Clément Aurélie. Je me tourne à présent vers Serge Madeleine, directeur général de LCL. En tant que banquier, vous êtes aux premières loges pour observer justement les évolutions du pouvoir d'achat et les attentes des ménages. Monsieur Madeleine, quel regard portez-vous sur la situation actuelle et sur les leviers pour préserver ce pouvoir d'achat? Donc les rencontres économiques cette année, c'est affronter le choc des réalités. Si on ose affronter le choc des réalités, c'est donc qu'on doit se mettre dans une situation où on apporte des solutions qui ne consistent pas simplement à faire un peu plus ou un peu mieux. Donc des solutions en rupture. J'ai bien écouté Pierre Dockès nous proposer les deux solutions du logiciel du pouvoir d'achat. Soit on gagne en productivité pour baisser les prix, soit on répartit mieux la richesse. Moi, je pense que le logiciel d'aujourd'hui, il est cassé. Il faut en réinventer un nouveau. Et je vais vous dire pourquoi je pense ça. Au fond, si on regarde sur longue période l'évolution des coûts de production, qui drive donc les prix à la consommation, ça fait 60 ans qu'on mondialise. C'est-à-dire qu'on va produire dans un pays le plus loin possible pour avoir un coût de production le plus bas possible. Le Maghreb, l'Europe de l'Est, l'Asie. Et ça a permis d'abaisser les coûts de production, donc d'augmenter les pouvoirs d'achat depuis 60 ans. Mais aujourd'hui, on arrive à un système inverse. On démondialise. On entend souvent ce mot, on est sur la démondialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on ne peut plus mondialiser pour 3 raisons. 1, limite planétaire. On ne peut pas faire 2 fois le tour de la planète. On est déjà allé le plus loin possible. Deuxièmement, pour des raisons environnementales, ça devient inique de rapatrier un composant qu'on a produit 10 centimes moins cher qu'Aix-en-Provence vu son bilan carbone. Et enfin, troisièmement, pour des raisons de souveraineté, on s'est aperçu que c'est bien beau de produire des choses stratégiques à l'étranger, mais si on se fâche avec le pays, on n'a plus cette chose stratégique. Donc, on va vers la démondialisation. Et le raisonnement, c'est le suivant. Si la mondialisation a permis un abaissement structurel des coûts de production, alors il est fort à parier que la démondialisation organisera une hausse structurelle des coûts de production. C'est ce qu'on appelle faire rentrer le dentifrice dans le tube. Et donc, je pense que durablement, on va avoir dans les prochaines années une hausse structurelle des coûts de production
donc des tensions sur le pouvoir d'achat. Et donc, le logiciel qui consiste à dire « Ok, rajoutons de la dépense publique pour aider les gens à dépenser » ou « Disons aux entreprises de faire de la productivité ou de baisser leurs marges » n'est plus une solution. Moi, je viens de terminer avec LCL une tournée où on a rencontré 10 000 entrepreneurs. On a fait le tour de France dans 10 villes des entrepreneurs. Et j'ai été frappé par la valeur de l'entrepreneuriat français. Quelques chiffres. L'an dernier, il s'est créé 1 100 000 entreprises en France. Personne n'en parle. C'est 4 fois plus qu'il y a 20 ans. La valeur ajoutée de ces entreprises, je parle juste des micro-entreprises, des auto-entrepreneurs et des petites entreprises, c'est 450 milliards d'euros. Moi, je me pose la question, comment on fait pour doper cette assiette? Et là, j'ai 3 propositions très concrètes. Première proposition, c'est ce que j'appelle le passeport entrepreneurial. Tous les jeunes de 18 ans reçoivent le jour de leurs 18 ans un numéro de sirène. Ils sont entrepreneurs. Toutes les démarches sont faites, ils n'ont plus qu'à entreprendre. Il y en a 900 000 qui ont chaque année 18 ans. Évidemment, tous ne seront pas entrepreneurs, mais ça leur mettra le pied à l'étrier. Deuxième solution, celui de la parité homme-femme. J'ai été frappé de voir que même si on crée 1 100 000 entreprises en France, 2 tiers sont créés par des hommes, 1 tiers seulement par des femmes. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Si on incite les femmes, et j'ose même dire si on a une discrimination positive dans la création d'entreprises pour les femmes et qu'on revient à égalité, sans évidemment, j'allais dire, amputer sur la capacité des hommes à créer des entreprises, le fait d'avoir 50-50 sur les entreprises créées, ça augmenterait de 32%, vous pourrez refaire les calculs, ils sont à votre disposition, la valeur ajoutée et donc plus 150 milliards d'euros de valeur ajoutée. 150 milliards d'euros, c'est 2 points de PIB en France. Et enfin, troisième proposition très concrète sur le pouvoir d'achat futur. Moi, j'ai été entrepreneur et je me souviens très très bien quand j'ai débuté d'être entrepreneur, on m'a refusé mon crédit habitat pour mon logement. Donc double peine. Non seulement je ne peux pas me constituer un capital de retraite alors que je n'ai pas de retraite quand je suis entrepreneur, mais en plus on m'empêche d'emprunter. Donc là, je fais une proposition très simple et Valérie Rabault peut-être pourra la relayer. Organisons un système de cautionnement d'État pour les crédits habitat des entrepreneurs et on réglera le problème de leur pouvoir d'achat à la retraite. Voilà 3 propositions concrètes qui consistent ni à faire de la productivité, ni à répartir différemment la richesse, mais simplement augmenter l'assiette de production en France. Merci beaucoup Serge Madeleine. Je me tourne à présent vers Gilles Vaquet, président de PMP Stratégie. Vous accompagnez de nombreux acteurs économiques en France et à l'international. Selon vous, comment peut-on recréer du pouvoir d'achat et quelles pistes pour relancer la croissance dans ce contexte économique très incertain? Vaste sujet, donc assez aligné avec le discours. Je pense que c'est clair déjà sur le pouvoir d'achat. Je ne sais pas s'il monte ou s'il baisse, Pierre, mais pour une grande partie de la population, on est quand même à la limite. Je pense qu'on en a tous conscience. Pas mal de débats, pas mal de discussions justement comment le répartir ou sur la productivité. Moi, c'est vrai que, étant dans pas mal de pays dans le monde, travaillant pour pas mal d'acteurs économiques internationaux, ce qui me choque, c'est le choc des réalités ou l'éléphant dans la pièce. C'est que je ne sais pas si le sujet du pouvoir d'achat, c'est comment on répartit mieux ou comment on crée un gâteau plus grand. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt inventif pour mieux répartir. C'est jamais parfait, on pourra faire mieux. Mais le sujet, je pense, en France, c'est un sujet de taille de gâteau. Donc, moi, c'est ça qui me choque. Et ça me choque d'autant plus que, en ce moment, je ne sais pas si on se rend compte en France et en Europe, mais le marché économique mondial est booming. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, on a l'impression qu'il y a tout va mal, on a l'impression que la guerre est chez nous, que ça ne se développe pas, il n'y a pas de croissance, etc. Je dirais aujourd'hui, même les États-Unis ont dit qu'ils ne vont pas, ça fait 2 ans qu'ils sont à 3% et ils vont monter. L'Inde est à 9%, il n'y a que l'Europe qui ne va pas, et la France. Et donc aujourd'hui, on n'arrive pas, alors qu'on a une période mondiale où l'économie va bien, nous, en tirer profit pour justement, dans la logique de ce que tu disais Serge, de grossir le gâteau pour pouvoir mieux répartir. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Donc combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une nouvelle crise qui va arriver? Mais alors que la situation mondiale est certes perturbée, mais économiquement bonne, que évidemment c'est mal réparti dans le monde, je ne sais pas du tout mes propos, hein, mais je pense qu'on n'arrive pas, nous, à capter et à développer l'économie française. Donc les taux de croissance sont là pour en parler, notamment en Europe et notamment en France.
Pour autant, c'est vrai qu'en France, pour faire le tour de pas mal de pays, on a quand même beaucoup d'atouts. Je pense qu'évidemment, on a des gens très formés, on est très fort sur des sujets d'avenir. La défense, c'est au cœur du sujet aujourd'hui, on est bon. L'énergie, on est très bon. Les infrastructures, on nous cite en exemple partout. Donc, ce sont nos secteurs, on y travaille et on sent qu'on a une connaissance, un savoir-faire énorme. Et donc, comment réussir à peut-être faire un peu plus comme disait Valérie, peut-être comme les Allemands, c'est-à-dire se dire, je ne sais pas s'il faut continuer à faire 60% de croissance ou est-ce qu'on fait grossir la partie exportation pour que la consommation ne représente plus que 40%. Et donc comment on fait pour faire ça? Et donc dès qu'on pense à ça, on se dit, investissement. Il faut investir dans les industries de demain, etc. Mais les caisses sont vides. Il n'y a plus d'argent. Donc comment on fait? Et donc on va en parler après. Je pense qu'un vrai sujet, c'est comment on a des capacités d'investissement sur des sujets d'avenir sur lesquels on a toutes nos chances et sur lesquels la France peut prendre beaucoup de parts de marché, peut grossir et sur lesquels je fais confiance au système, aux politiques et à tout le monde pour le redistribuer au mieux, même s'il y aura des travers. Et il y a un autre angle, je pense une table ronde en parlait ce matin, mais je pense qu'on ne cerne pas assez. Nous, on travaille évidemment pour les grandes entreprises, mais on travaille aussi beaucoup pour les fonds d'investissement, qui sont vus souvent comme des méchants loups ici en France. Mais c'est vrai qu'en France et même en Europe globalement, je dirais, on n'a pas de fonds de private equity. C'est-à-dire le fait qu'on ait un système de retraite par répartition, avec toutes les vertus que ça qu'il ne faut pas casser, on n'a pas de capitalisation et on ne capitalise pas. Aux États-Unis, c'est 150% du PIB. Il y a 35 000 milliards qui sont les retraités de tous les Américains, ruraux, fonctionnaires, etc., qui sont de l'argent qui donc doit être placé et qui est réinvesti. Partout dans le monde, pas qu'aux États-Unis. En Angleterre, c'est à peu près 100%. Nous, c'est très très peu et c'est 32% en Europe. Donc on voit que là, on a un levier. Tout le débat des retraites aujourd'hui, et qui est très compliqué, hein, je ne dis pas que c'est simple. Mais si on arrivait progressivement, il y a pas mal de rapports, vous pouvez les lire, qui arrivent à un modèle hybride où on fait des répartitions capitalisation, je pense que comment on rend un système de capitalisation sûr pour les retraites des gens, évidemment, le but n'est pas de faire un système où on n'est plus sur notre retraite, mais on a un double effet. On a un effet de comment on garantira les retraites des Français, mais surtout on a un effet de, on est dans un monde capitaliste aujourd'hui dans lequel on va pouvoir investir. Et on veut investir dans ces transitions énergétiques, dans la défense, dans le numérique, dans l'IA. On est très fort, comment on fait? Et donc ça, je pense que la capacité qu'on a, on a le PER qui fait 120 milliards, c'est quand même tout petit. Si on fait 100% du PIB, c'est 2900 milliards. Donc si on a un fonds de 2900 milliards, il ne va pas investir qu'en France, c'est sûr, mais enfin je pense qu'il va quand même pas mal investir en France. Et donc là, on a quand même un potentiel parce qu'on a les compétences, le monde ne va pas si mal, mais il faut qu'on investisse et je ne pense pas qu'on pourra investir qu'avec l'argent public qu'on n'a plus. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ces éclairages et ces premières pistes de réflexion. Nous allons maintenant ouvrir le débat autour de 3 questions qui traversent donc aujourd'hui notre société. La première, que doit-on retenir de la baisse du pouvoir d'achat ? Même si Pierre disait que selon l'INSEE, il n'y a pas eu de baisse de pouvoir d'achat. La deuxième question, une nouvelle politique d'austérité pourrait-elle aggraver la situation ? Et enfin, la troisième, faut-il réorienter notre modèle de croissance en privilégiant davantage l'investissement plutôt que la consommation ? On commence donc par cette première question. Que doit-on retenir de la baisse du pouvoir d'achat ? Qui veut commencer ? Serge Madeleine. Moi, j'ai envie de retenir, et si je vois le verre à moitié plein, toutes les entreprises qui ont permis de limiter la baisse du pouvoir d'achat. Et si je vous interroge en disant quelles sont les entreprises qui ont joué le jeu du maintien, on parle de bouclier tarifaire, on va parler des énergéticiens, on va parler des grands distributeurs, les Leclerc, etc., pour ne pas les citer. Mais les entreprises qui ont permis le plus de maintenir le pouvoir d'achat des Français de 2021 à 2024, ce sont les banques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qui a un crédit habitat aujourd'hui? Levez la main. Qui rembourse? Quasiment la moitié. De combien votre mensualité a-t-elle augmenté alors qu'il y avait 8% d'inflation et que les taux d'intérêt ont monté de 450 points de base en 4 ans? Qui a eu une augmentation de ces intérêts? Personne. Personne. Pourquoi? Parce que les banques ont absorbé, grâce ou à cause, selon de quel côté on se place, du modèle des taux fixes, elles ont absorbé 450 points de base de hausse sur leurs encours de crédit. J'ai calculé, rien que pour LCL, c'est 4,5 milliards d'euros par an que nous avons rendus à nos clients, mais de même que BNP, de même que Caisse d'Épargne, en matière de pouvoir d'achat. Et ça, on ne le dit pas assez, le modèle du crédit habitat à taux fixe est un modèle protecteur de pouvoir d'achat. Et interrogez vos amis italiens, interrogez vos amis espagnols et vous verrez comment ils ont souffert sur ce sujet-là. Moi, je retiendrai ça.
La prise d'initiative des Français se voit notamment chez nous sur l'augmentation extrêmement significative des chambres louées chez l'habitant. Vous savez, quand un adolescent, par exemple, libère sa chambre parce qu'il va faire des études ou il va travailler, on peut louer sa chambre sur Airbnb, par exemple. Mais en fait, post-Covid, depuis la fin du Covid, plus 25% du nombre de chambres louées sur Airbnb. Pour augmenter son pouvoir d'achat. La raison est laquelle? Évidemment, alors certains vous diront, hein, j'ai beaucoup de personnes qui sont hôtes et qui disent qu'elles le font aussi. C'est des personnes retraitées, souvent célibataires ou veufs ou veuves, qui le font aussi pour rencontrer des gens. Mais la principale raison, évidemment, c'est en fait comment j'utilise mieux mon bien, comment je génère un revenu qui me permettra de vivre mieux. C'est quand même ça l'enjeu principal. Donc voilà, on a vu une forte augmentation du nombre de chambres louées chez l'habitant pendant la période de forte inflation. Gilles. Une anecdote qui me revient. J'étais au bureau des États-Unis à New York. On avait un séminaire à Hudson qui est assez éloigné dans la campagne, je dirais, américaine. Et j'étais là le soir de l'élection de Trump. Le lendemain matin, je prends le taxi. J'avais 1h30 de taxi. Et je discute avec le chauffeur pour comprendre un peu pourquoi le chauffeur de taxi, qui était tout content, il avait la casquette MAGA, il était de tous les côtés, pourquoi il était content de Trump. Mais il me dit, mais vous vous rendez compte qu'on est en crise économique? Alors moi j'ai dit, mais les États-Unis, crise économique, ils sont à 3% de croissance, on n'est même pas à 1, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais vous avez vu l'inflation? Alors l'inflation chez eux, c'est 2 fois l'inflation qu'on a connue en France. Et il dit, donc moi, je prends un candidat qui va relancer l'économie, qui va faire de la croissance, qui va faire des emplois vont monter les salaires. C'est le chauffeur de taxi qui dit ça. Je me suis dit, je ne sais pas si on a ce mindset en France de se dire, et qui vient de l'éducation, qui vient de la formation, qui vient de l'entrepreneuriat, qui vient de libérer les freins, qui vient de l'initiative, de comment finalement on se dit, il faut grossir ce gâteau. Et que ça vient d'un chauffeur de taxi, toutes les professions, ça pourrait être chef d'entreprise. Moi, ça m'a un peu surpris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la vision qu'on avait de pourquoi Trump était passé. Et les États-Unis, ils croient qu'ils doivent faire plus de croissance, qu'ils doivent justement, d'où tout leur débat sur reproduire chez eux, ils doivent recréer l'emploi chez eux, ils doivent se développer. Et eux, ils sont dans les gènes de se développer. Et donc, c'est vrai que la réaction à la perte de pouvoir d'achat, je pense qu'elle est assez différente de pays à pays. Et je pense, comme Serge, qu'il y a quand même beaucoup d'énergie. Ici, il ne faut pas du tout caricaturer. Mais la capacité à libérer ça et qu'on comprenne qu'il faut grossir le gâteau et que c'est l'intérêt de tous, je pense que c'est quelque chose qui est assez peu expliqué. Pierre Decaisse, vous voulez rajouter quelque chose à cet exemple justement qui est pris par Gilles Vaquet? Sur cette question, je crois qu'il faut prendre une dimension plus historique et voir que depuis plusieurs générations, enfin depuis le milieu du XXe siècle au moins, l'habitude, c'était que grâce à la croissance du pouvoir d'achat, chaque génération était mieux que la génération précédente. Et ça, c'est un problème qu'on peut considérer comme fondamental, philosophique, comme vous voulez. Or, ce qui s'est produit déjà depuis la fin des années 80, c'est la remise en cause de ce mode de vie historique où on pouvait espérer que même si on subissait soi-même une période difficile, demain, ce serait mieux pour les enfants. Or, c'est ça qui est mis en cause très profondément et qui est tout à fait dramatique. Et par conséquent, si on devait, je réponds à la question qui est formulée par si on devait se retrouver avec des baisses substantielles et durables de ce pouvoir d'achat, on peut être sûr qu'il y aura une déstructuration de la société, une anomie fondamentale, c'est-à-dire que les ressources mêmes de la société seront mises en question, et ils le sont déjà. Et c'est une perturbation majeure. Alors, j'ajoute un point, c'est qu'effectivement, nous avons eu, pendant toute une période, un accroissement du pouvoir d'achat grâce à la baisse des prix et derrière, à la baisse, non pas des coûts de production en soi, mais du fait de la mondialisation qui permettait d'acheter des t-shirts, des jeans, etc., tout ça venant de Chine, ou d'ailleurs. Et ça a permis un maintien, voire des augmentations ponctuelles de pouvoir d'achat tout à fait considérables. Il faut voir que les gens ont bénéficié de cela.
Mais en même temps, le même phénomène a déstructuré la production des anciens pays industrialisés. Et on est dans une situation où l'Europe est en train de perdre les dernières industries de type ancien dont elle bénéficiait. L'Allemagne, par exemple, perd actuellement son avantage et a raté toutes les révolutions industrielles récentes. Donc c'est dramatique et il faut trouver un autre modèle où on remplacera très largement par des augmentations salariales les gains de pouvoir d'achat, alors qu'on les a perdus en termes de baisse des prix. Baisse des prix ou hausse des salaires. C'est très important. Je vais me tourner vers Valérie Rabault parce que je voudrais avoir son opinion sur ce point. Est-ce que les hommes et femmes politiques françaises ont conscience aujourd'hui de l'importance de cette question du pouvoir d'achat? On a le sentiment que c'est pas vraiment bien compris encore. Alors, est-ce qu'ils en ont... D'abord, je ne vais pas parler pour eux, mais je pense qu'ils en ont conscience. Est-ce que les causes structurelles sous-jacentes sont bien analysées et portées dans le débat public? Je ne pense pas. Je rejoins ce que vous avez dit tous les deux, là, Serge Magdelaine et vous, sur le fait que, en fait, on est face à un changement de paradigme extrêmement puissant qui peut-être n'est pas décrit comme tel. En fait, grosso modo, notre économie a été fondée sur un coût du capital pas cher, des taux très bas. Bon, on sait que les taux ont augmenté depuis le Covid. Un coût du travail, dans le fond, comme on allait acheter tout, on allait acheter beaucoup de choses en Asie, eh bien, ça faisait un coût du travail qui était peu élevé et qui se reflétait dans les prix. Et le troisième volet qui est important pour faire fonctionner une économie, c'est le coût de l'énergie. Et le coût de l'énergie, lui aussi, alors on est un peu protégé en France parce qu'on a du nucléaire, mais le coût de l'énergie est en train d'augmenter. Donc on est confronté à ces trois révolutions qui sont des révolutions sur le coût et sur le prix qu'il nous faut affronter. Ce qui suppose évidemment de redéfinir notre modèle de production européen. Mais Valérie, pardon, excusez-moi, mais vous ne répondez pas à ma question parce que c'est important de savoir si aujourd'hui la classe politique qui nous gouverne a conscience de cette réalité que le pouvoir d'achat est aujourd'hui la question principale qui anime les Français. Mais alors, est-ce que cette question-là est entendue? Je pense que oui, moi je ne veux pas parler pour les autres, mais je pense qu'elle est entendue. Est-ce que les causes, parce que c'est très bien de dire il y a un problème, mais la politique, elle est quand même censée être là pour résoudre, en tout cas apporter des solutions aux dits problèmes. Donc est-ce que là-dessus, il y a un consensus sur les causes? Je ne crois pas. Est-ce que ces causes sont débattues? Je ne crois pas non plus. Est-ce que les différentes options politiques qui peuvent exister, moi je vous ai cité 3 problèmes que je considère comme majeurs et qui n'auront pas une solution en claquant des doigts du jour au lendemain, est-ce que ces problèmes ont des pistes qui sont évoquées? Je ne crois pas. Sinon, on n'aurait pas des programmes politiques qui sont aussi atones d'un côté et de l'autre. Enfin, on peut quand même se le dire entre nous. On n'affronte pas le monde tel qu'il est en train de se transformer sous nos yeux avec véritablement une prise de conscience extrêmement importante. Alors, on peut se dire aussi que l'Europe, moi je crois beaucoup à l'Europe. L'Europe, elle s'est construite depuis la Seconde Guerre mondiale en organisant son marché intérieur. Alors, on a fait... et donc, du coup... Il y a une direction qui a pris le pouvoir en Europe, c'est la direction de la concurrence, c'est-à-dire on fait baisser les prix, quitte à sacrifier notre propre production. Bon. Aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Asie, on est obligé d'organiser notre relation au reste du monde. Et organiser notre relation au reste du monde, ça passe aussi par le commerce et par la production de ce que nous sommes en capacité d'avoir ici sur le continent européen. Donc ça, ce sont des inflexions majeures. C'est un peu comme si vous preniez dans les années 70, quand il y a eu le choc pétrolier et qu'on a décidé de changer de mode de production d'électricité. C'est un choc aussi important et des décisions aussi importantes qu'il nous faut prendre, mais qui ne figurent pas dans le débat public. Je suis obligée de le reconnaître. Alors, deuxième question. On va s'intéresser à la politique d'austérité. 40 milliards d'euros d'économie pour le budget de l'automne. Est-ce que ça va aggraver la situation? Qui veut prendre la parole? Serge. Moi, je pense que ce qui va aggraver la situation, c'est de ne pas faire un plan d'économie. Ce qu'on appelle austérité, moi j'appelle ça réalité.
C'est une politique de réalité. Est-ce qu'un ménage peut durablement dépenser plus que ce qu'il gagne? Non. Est-ce qu'une entreprise peut durablement dépenser plus que son chiffre d'affaires? Non. Est-ce qu'un... Je vois Pierre Decaisse qui n'est pas d'accord, mais au fond, l'État, c'est exactement la même chose. Et donc, je pense qu'effectivement, on ne coupera pas à une politique où on va faire des économies. En revanche, il faudra les faire en sélectionnant les économies à l'aune de l'impact qu'elles auront sur le pouvoir d'achat, en essayant vraiment de minimiser cet impact pouvoir d'achat, notamment sur les classes sociales les plus défavorisées. C'est très important, sauf à déstructurer, comme l'a dit Pierre Decaisse, finalement, les ressorts de liant de la société. Et aussi, ce qu'on fait rarement avec l'État, c'est évaluer l'impact positif de ces économies chaque année, comme on le fait dans une entreprise. Qui veut prolonger? Gilles Vaquier. Oui, je pense que, Serge, je suis d'accord. La question qu'on a, c'est court terme versus long terme. C'est que je ne crois pas non plus, les économistes ont l'air assez unanimes, ce n'est pas une politique d'austérité. En plus, avec les investissements nécessaires maintenant dans nos industries, la remondialisation chez nous, la défense, donc je pense qu'on n'est pas parti là-dedans. Pour autant, on voit bien qu'il faut faire des efforts et que ces efforts ils peuvent payer sur le long terme. Et la capacité qu'on a à faire des efforts maintenant supportables pour demain justement faire un monde meilleur pour nos enfants, pour revenir à ce que disait Pierre, je ne sais pas si collectivement, dans le débat, d'abord les Français, le débat, les médias, le politique, tout le monde, est-ce qu'on est prêt à ça? Je ne pense pas qu'on ait cette maturité-là. Clément, Valérie, Pierre, vous voulez répondre à cette question? Le micro de Clément. Serge, oui, prenez le micro de Serge. Alors, bon, sur la question, moi je ne sais pas du tout ce que le gouvernement va, enfin ce qu'il va mettre exactement dans les 40 milliards qui sont annoncés dans la presse. Pour avoir quand même un ordre de grandeur, le déficit public que nous avons, si on regarde sur un ménage avec 2 enfants, mettons, ça veut dire que, en fait, grosso modo, c'est comme si vous finissiez le mois tous les mois avec un découvert de 547 €. Bon. C'est sûr que ça fait mal. Voilà. Mais c'est ça la réalité. Donc, évidemment, on se dit, non, mais c'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, l'État n'est pas comparable à un ménage. Nous sommes, voilà, c'est pas tout à fait la même situation. Mais c'est quand même l'ordre de grandeur. Imaginez tous dans cette salle, voilà, ou dans vos familles, si vous êtes... on finit à, grosso modo, tous les mois à découvert entre 130 et 150 €. Chacun d'entre nous. Bon, ça ne marchera pas très longtemps. Donc ça, il y a évidemment une question à avoir sur la gestion et le pilotage des finances publiques, qui ne peuvent pas être éternellement en dérapage comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un... Vous voyez, dans une loi de finances, il y a toujours ce qu'on appelle un article liminaire, que personne ne regarde, mais qui pourtant est très important, parce que c'est celui qui donne l'équilibre général, qui dit à combien de points de déficit on veut arriver. Bon, il n'y a toujours que précédemment, quand je siégeais, il y avait 2 députés qui mettaient, peut-être 3 d'ailleurs, j'en vois un, qui mettaient des amendements. Alors, Monsieur de Courson, qui est aujourd'hui rapporteur général du budget, on en mettait quelques autres, mais c'est tout. Et ça a duré 10 minutes. Et là, on vous passe 1600 milliards de dépenses publiques. Un article liminaire. Donc ça, je pense qu'il faut qu'il y ait ce débat-là. Parce que sinon, vous allez faire des bouts d'économie à droite, à gauche, en fragilisant un certain nombre, mais qui se sentiront peut-être injustement visés par rapport à d'autres. Ce débat global sur les finances publiques, il doit avoir lieu. Il doit vraiment avoir lieu. Je sais que ça n'intéresse peut-être personne. Non, mais... Oui, voilà. Mais s'il n'a pas lieu, ça veut dire que, voilà, vous allez vous dire... Alors moi, sans jeu de mots sur mon nom, le nombre de fois où j'ai entendu dire on va faire un coup de rabot. Bon, à la fin, ça me fait rire, mais un coup de rabot, ça ne va pas loin et ça ne fait pas une politique économique. Donc, il faut qu'on arrive à cibler un certain nombre d'économies, oui, et aussi que soit regardé sur une... Et ça ne peut être mis en face que face à une question de justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on laisse certains super profits, comme sont dans le cas aujourd'hui, ou... un ISF qui n'existe pas sur la partie financière, dont on voit que c'est celle qui a le plus progressé. Bon, ça, c'est une vision politique, bien entendu, mais moi, je pense que c'est indispensable. Merci beaucoup, Valérie Rabault. Dernière question, je vais vous demander de faire très rapide, parce qu'on va prendre des questions de la salle. Donc, d'un mot,
Notre modèle de croissance doit-il reposer sur la consommation ou bien sur l'investissement? Vous en avez parlé tout à l'heure, Valérie Rabault. Gilles Vaquier. D'un mot, vous êtes dur. Oui, parce que là, si on veut des questions, il faut aller vite. Moi, je dirais que pour courir, il faut 2 jambes. Et on n'échappera pas à faire attention à la consommation et surtout à muscler notre jambe atrophiée qui est celle de l'investissement. Serge Madeleine. Sur l'investissement, si je dois choisir, et je rajouterais qu'au-delà d'un budget 2026 qui sera compliqué à organiser, moi j'appelle de mes voeux un business plan France 2030. Sur quelle filière on veut créer de la valeur ajoutée, comment on déblaye le terrain sur ces filières, à quel renoncement fait-on et comment organise-t-on que les services de l'État qui gèrent l'éducation, les PLU, l'organisation globale, la fiscalité, les subventions s'alignent sur cette stratégie 2030. Clément. Je partage ce dernier point très clairement. Et les secteurs, je veux parler du tourisme, excusez-moi, mais typiquement le secteur du tourisme est un secteur porteur de valeur sur le long terme, quel que soit l'environnement économique et potentiellement conflictuel au-delà de nos frontières, et c'est une activité non délocalisable. L'autre point, c'est investissement, évidemment, et je dirais aussi réinvestissement, comment on utilise mieux l'existant. Et il y a une forme d'économie circulaire à pouvoir faire bénéficier aux autres d'un bien qui existe déjà sans avoir à le construire. Pierre, d'un mot. Oui, d'un mot, c'est toujours difficile. Je voudrais dire une première chose quand même pour que tout le monde l'entende. Pierre, on va prendre des questions. Très bref. Oui. L'État et le ménage, c'est quand même très différent en matière de dette. Et vous l'avez dit, mais votre argumentation faisait comme si c'était pareil. Donc, non, une dette de l'État et une dette des ménages, je ne dirais pas ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas du tout pareil. Et tous les économistes de tous bords sont d'accord avec ça. Bon, ce que j'ajoute juste comme argument, c'est qu'il y a un danger si effectivement une politique d'austérité est faite aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat, et le risque, il est fondamentalement social et politique. Parce que ce que vous allez amener avec ce type de stratégies, qui sont des stratégies déflationnistes fondamentalement, c'est la montée aux extrêmes. Et pour le dire très simplement, ça va signifier qu'au présidentiel, on va avoir très simplement Le Pen contre Mélenchon grâce ou à cause de ça. Donc réfléchissez aux questions sociales et politiques avant de dire, bon, la dette. Bon, merci beaucoup Pierre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il nous reste 2 minutes, donc monsieur, justement. Je vous en prie, oui, levez-vous, présentez-vous. Pierre-Yves Fumaroli, chômeur. J'ai l'impression qu'en politique française, là, puisque finalement le pouvoir d'achat c'est le premier thème politique française, on joue à qui a la meilleure grecque de Troie. C'est un débat de paramètres les uns contre les autres. Mais on oublie ce qu'il y a au fronton des écoles. Il y en a une juste de l'autre côté là. Liberté, égalité, fraternité, qui a mobilisé la nation, le collectif, pour construire un État qui ne se construit pas de la même manière qu'un ménage. Si on abandonne le niveau de vision dont il est question au niveau des nations pour faire des débats paramétriques, on va tous dans le mur, chacun avec sa minorité. Et donc, quelle est votre question? La question, c'est comment ça se fait qu'on a oublié ce que c'est que la valeur de la France? Comment ça se fait qu'on a oublié liberté, égalité, fraternité et la manière d'entraîner la valeur qui va avec? Qui veut lui répondre? Valérie Rabault. Moi, je vais répondre puisqu'il se trouve que j'ai écrit un ouvrage qui dit que le modèle économique français, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est de la prise de risque avec une association entre les investissements à long terme portés par l'État, à court terme par le privé. L'égalité, c'est l'ascenseur social avec une politique d'éducation extrêmement importante. La fraternité, c'est l'ouverture aux autres, avec notamment des services publics partagés et une politique européenne ouverte. Donc là-dessus, je pourrais vous passer si vous voulez. Pour prendre sur ce qu'a dit Serge, c'est le plan Business France 2040. C'était pas 2030, c'était 2040. Mais c'est le modèle français et qu'il faut défendre, qui est incarné en économie. La devise républicaine est au fondement de notre modèle économique français. Merci beaucoup Valérie Rabault. Merci à tous. Ce débat a montré la complexité du sujet. Le pouvoir d'achat n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une question de perception, d'opportunité et de confiance dans l'avenir. Merci à tous.